Donc, quelques remarques liminaires. Alors, la première, c'est que je suis désolé de ne pas avoir attesté aux 2 premiers jours parce que l'an dernier, j'étais au Bénin, ça m'avait beaucoup intéressé et voilà, j'aurais bien aimé participer à tout. Il se trouve que j'avais un certain nombre d'obligations. Donc, j'espère que je ne vais pas dire des choses qui ont déjà été dites, mais je ne crois pas. Deuxième chose, on avait mis il y a assez longtemps avec Abaye un espèce de thème pour cette présentation qui était nanocomposite. Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit que ce n'était pas forcément très malin de parler de nanocomposite. Et puis, je n'avais pas forcément énormément de choses à dire sur la question. Et donc, j'ai décidé d'organiser ça d'une manière différente. Et en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire un lien entre les applications et les propriétés pour les matériaux argileux. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Parce que, en fait, ce que j'ai pu constater au Bénin et ce qu'on peut constater dans la littérature, c'est que très souvent, il y a bon nombre de papiers et de projets de recherche en Afrique et en Afrique de l'Ouest particulièrement, où l'idée, c'est on a trouvé un gisement argileux, les argiles, c'est sympa, c'est abondant, pas cher, ça, c'est pas mauvais pour l'environnement, donc c'est formidable, on va faire des trucs avec ça. Le problème, c'est que ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, et que 2, c'est très utile quand on fait ce genre de démarche de savoir quelles sont les éventuelles applications qu'on peut viser et d'où elles viennent en termes de structure. Et donc, ça permet éventuellement, comme ça, de savoir assez vite si ce qu'on a trouvé ou ce qu'on veut exploiter peut avoir un quelconque intérêt. Alors, déjà, de quoi on parle? Ça, c'est un truc que je redis à chaque fois. Le terme argile, il est mauvais, imprécis, on ne sait pas de quoi on parle. Et donc, si on regarde les termes de la définition, c'est un minéral argileux ou un ensemble de minéraux argileux ou diverses roches composées pour l'essentiel de ces minéraux. Les Américains ont, eux, une définition un peu plus, tout aussi vague, un type de sol fin qui contient des argiles. Or, en fait, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aussi tout au long de cette présentation, en raisonnant en termes argile, alors c'est bien parce que l'argile, c'est la Bible, ça fait joli, mais on ne dit rien du tout. Donc, de quoi est-ce qu'on se parle? Alors, on se parle de minéraux. Les minéraux argileux sont des minéraux qui ont une structure en feuillet. Et il y a 2 types de feuillets. Des feuillets tétraédriques dans lesquels on a des silicates, principalement du silicium, et des feuillets octaédriques dans lesquels on a du magnésium, de l'aluminium, du fer, un certain nombre d'éléments. Et la manière dont ces différentes couches sont organisées définit un certain nombre de familles. Donc là, on ne s'est pas trop fatigué. Il y a TO pour tétraèdre, octaèdre, c'est la première famille dont on parlera. Après, il y a TOT, où on a une couche octaédrique qui est prise en sandwich entre 2 couches tétraédriques. Et puis, on a des choses qui sont TO-TO. Alors, l'exemple typique de TO, c'est les kaolinites, les serpentines. Alors, les kaolinites, le nom vient du chinois kaolin, de l'endroit où ça a été trouvé. Et c'est des choses qui sont extrêmement utilisées dans les porcelaines, le nom. Donc, c'est un minéral qui est non chargé, extrêmement abondant dans les sols et particulièrement dans les sols latéritiques qu'on a dans les régions africaines. Et c'est une couche de tétraèdre, de silice, et une couche d'octaèdre qui sont quasiment principalement de l'aluminium, mais il peut y avoir, ça c'est le fait des minéraux naturels, quelques substitutions. Alors, quand on passe au TOT, là, les choses se compliquent un peu parce que, en termes de, classification, là, dans la couche octaédrique, on peut avoir au choix, suivant les cas, 2 cations trivalents, auquel cas 2 cavités sur 3 seulement octaédriques sont occupées. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des minéraux dioctaédriques. Et puis, on peut avoir des cas où on met des minéraux divalents dans la couche octaédrique, typiquement du magnésium, et à ce moment-là, toutes les cavités sont occupées, donc 3 cavités sont occupées, d'où le nom trioctaédrique. Merci. Donc là-dedans, il y a, suivant qu'on ait
dioctaédrique ou trioctaédrique. Quand le minéral est non chargé, c'est de la pyrophilite ou du talc, je reparlerai de talc tout à l'heure, la pyrophilite étant un minéral assez rare. Et après, dans les smectites, on a un certain nombre de familles suivant qu'ils sont dioctaédriques ou trioctaédriques, et on y reviendra que la substitution a lieu dans la couche tétraédrique, dans la couche octaédrique. Après, on passe à une famille qui s'appelle les vermiculites, puis quand la charge augmente, on passe dans les micas, qui sont aussi, qu'on trouve un peu partout. Alors, si on prend un minéral de type montmorillonite, donc ça, c'est des minéraux qui ont une basse charge dans lesquels on a de l'aluminium qui est substitué par du magnésium dans la couche octaédrique, et cette substitution génère une charge négative. Cette charge négative est compensée par des cations qui se placent entre les feuillets. Alors, dans le cas de ces minéraux, les cations en question sont échangeables, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est extrêmement important, par exemple, dans les sols. Si vous avez une argile avec un cation, par exemple sodium, qu'une solution avec du calcium dedans apparaît, il va y avoir échange du sodium par le calcium dans l'espace interfoliaire. Donc, c'est des minéraux qui sont de très petite taille, c'est maximum 1 micron dans les sols, mais qui ont forcément une réactivité importante, puisque cet espace interfoliaire, les minéraux sont échangeables et qu'en plus ils peuvent s'hydrater, il est accessible. Donc, comme il est accessible, on peut y faire un certain nombre de réactions. En revanche, quand on augmente la charge, on arrive à des choses qui sont comme les élites et les micas. Donc là, dans ce cas-là, c'est exactement la même structure, mais on est plus chargé. Deux, le cation interfoliaire et du potassium. Il se trouve que le potassium a le bon goût d'avoir exactement la taille des cavités représentées par la couche tétraédrique. C'est-à-dire que le système il est zippé d'une certaine façon, et donc ce cation n'est pas échangeable et ces minéraux ne sont pas gonflants. En revanche, c'est des minéraux de grande taille. On peut avoir jusqu'à plusieurs décimètres, voire quelques mètres. Donc, je pense que, par exemple, si vous allez visiter la collection de Jussieu demain, vous verrez des grands micas qu'on peut trouver, qui sont des choses assez jolies. Alors, ça, c'est le feuillet de base. Ce feuillet de base, après, dans la nature, dans les matériaux, ils vont s'empiler. Les feuillets de base vont s'empiler pour former, en gros, des particules. Le terme de particules n'étant pas forcément très bien défini. Donc là, par exemple, vous avez une photomètre. Vous voyez tout un tas de feuillets qui forment une particule. Et donc, on va définir à partir de là des surfaces qui sont des surfaces basales. Donc, ces surfaces basales, elles vont être soit chargées, soit non chargées. Mais à la surface, il y a eu des SiO2, donc elles n'ont pas une forte réactivité, mais elles sont chargées. Par contre, sur les bords, on va avoir des groupements SiOH, AlOH ou MgOH. Et ça se comporte comme des acides amphotères, donc leur charge va dépendre du pH, donc ça va fournir une certaine réactivité. Et ça, c'est le groupe des chlorides dont je ne reparlerai plus. Donc c'est TOTO, dans lequel on a un feuillet chargé de TOT, et à la place d'être compensé par un cation interfoliaire, il est compensé par un feuillet d'hydroxyde lui-même qui a une charge positive, et donc la structure est électrostatiquement stable. C'est des choses qu'on trouve dans les sols. Alors, il reste aussi des espèces un peu plus exotiques, et dont je reparlerai, qui sont des argiles fibreuses, notamment ce qu'on appelle la sépulite latapulgite. Donc ça, c'est des choses qu'on trouve dans la nature, des gisements, et qui sont des matériaux très poreux, c'est des espèces de fibres, et les feuillets sont arrangés en quinconces, et ça définit des bords très fins à l'intérieur de la structure. Et puis, on a aussi des matériaux plus exotiques, comme l'imogolite, qui est quelque chose qu'on trouve uniquement dans les sols, mais dans les sols volcaniques. Alors, c'est des choses qui ont pas mal excité les gens, parce que en fait, on a une espèce de tube, c'est un vrai tube, qui a en gros 8 angstroms de diamètre. Ça, c'est le diamètre du trou. Le tube lui-même, il fait à peu près 25 angstroms. Et donc, ça peut être considéré comme des équivalents hydrophiles des nanotubes de carbone qui eux-mêmes sont hydrophobes. Donc, il y a plein d'études sur nanotubes de carbone contre imogolite.
Alors ça, dans le milieu naturel, il y en a très peu. Il y en a en Nouvelle-Zélande, dans les sols, les Antilles et quelques rares endroits, mais ça se synthétise très bien. Donc il y a plein de recherches sur ces trucs-là dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Alors, juste pour se donner un ordre d'idée, parce que je vous ai dit, il y avait ça avait des propriétés. Alors, voilà en gros les productions de minéraux argileux dans le monde. Donc ça, c'est des chiffres de 2022. Donc, vous voyez qu'on produit quand même 26 millions de tonnes de kaolin sur la planète. Ça représente quand même des valeurs très importantes, hein, parce que, par exemple, dans ce qu'on a entendu tout à l'heure sur le lithium, c'est 130 000 tonnes par an. Donc là, on en est à 26 millions de tonnes. Et la bentonite, c'est les bentonites, donc qui sont en gros des moments-unites, c'est 21 millions de tonnes. Et puis, voilà. Alors, et combien ça vaut, ces trucs-là? Ça dépend. Donc, si on en produit autant, c'est forcément, c'est pas non plus extrêmement cher. Mais enfin, on y reviendra. Suivant la qualité, parce que comme c'est des matières naturelles, il peut y avoir différentes qualités. On va aller de valeurs de 100 $ la tonne à 800 $ la tonne. C'est à peu près ça. Donc, c'est un marché en expansion parce que les demandes sont de plus en plus fortes. Et donc, c'est un marché non négligeable économiquement, le marché de tous ces minéraux argileux industriels et de leur utilisation dans l'industrie. Ça représente quand même un enjeu non négligeable. Alors, si on regarde en type d'utilisation industrielle, donc, je ne les ai pas toutes mises, mais là, ça allait bien. Les flèches étaient symétriques à 30 degrés chacune entre les unes avec les autres, donc j'ai mis le nombre qui allait bien. Donc, il y a toutes ces applications-là qui peuvent être des applications, il y a des applications de niche, typiquement la cosmétique. Donc, quand on arrive, par exemple, les talcs peuvent être utilisés en cosmétique, ça vous en avez forcément entendu parler, ceux qui ont eu des enfants, pas seulement d'ailleurs, et quand on a des talcs de très haute qualité pour la cosmétique, là on atteint des prix réellement significatifs. Et puis il y a des applications de gros tonnage, les bouts de forage, les briques, le génie civil. Et donc on va essayer de regarder un peu dans tout ça. Je vais prendre quelques exemples des applications. Quelles sont les propriétés des minéraux argileux qu'on cherche pour l'application en question et comment après on peut en déduire ce qu'on peut faire avec différentes choses. Alors là c'est dommage, il y avait une habile animation où là il y a des machins marqués papier qui passaient en rouge. Donc croyez-moi, je parle du papier. On a entendu parler de papier ce matin à partir de cellulose. Et donc, le papier, c'est 40% de l'utilisation du kaolin. Le kaolin sert à la fois de charge, c'est-à-dire que dans les fibres de cellulose, il est utilisé pour remplir les vides, et à la fois de couchage, c'est-à-dire la couche superficielle qui va donner au papier ses qualités, parce que la cellulose tout seul, c'est moche. Donc, là, bien évidemment, les kaolins de charge valent moins cher que les kaolins de couchage parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. Et donc, si on regarde, par exemple, voilà la courbe de différents kaolins qu'on peut trouver dans un gisement. Et si on a des particules un peu épaisses, on peut les utiliser pour la charge. Par contre, ça ne va pas être efficace en couchage. En couchage, on va rechercher des particules extrêmement fines. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur même d'un gisement de kaolin, on peut aller regarder très exactement à quel endroit on a des kaolins qui vont être bons pour le couchage et des kaolins qui vont être bons pour la charge. Alors, pourquoi ça? Donc ça, c'est une image d'un kaolin à l'intérieur d'un papier. Donc ça, là aussi, il y a un machin marqué charge en haut, mais vous ne le voyez pas. Là, on voit que le kaolin, il sert à remplir un certain nombre de choses entre les fibres de cellulose. Par contre, mais en surface, donc là, c'est les kaolins de couchage. Et les kaolins de couchage codés en surface, voilà la surface d'un film de cellulose de papier nu.
Effectivement, on voit que c'est extrêmement rugueux, ce qui est assez normal parce qu'il y a toutes les fibres de cellulose qui sont orientées, qui font une rugosité. Et si vous essayez d'écrire là-dessus sur des papiers purement cellulosiques, donc les seuls papiers purement cellulosiques, par exemple, c'est le papier journal. Le papier journal est quasiment pas chargé. Et si vous essayez d'écrire sur du papier journal, en général, c'est pas extraordinaire. Et donc, vous voyez que là, sur la même après couchage, on a une couche bien nette. Et les kaolins qui sont utilisés pour ça peuvent effectivement être très intéressants, mais il se doit d'être fins, principalement pour des propriétés rhéologiques, j'y reviendrai, et d'être de bonne qualité, assez blanc, parce qu'en général, on cherchera à avoir des papiers qui ne soient pas bonnes. Alors, deuxième application qui est absolument énorme, alors, c'est les plastiques. Donc là aussi, on a entendu parler de plastique. Et dans les plastiques, il faut savoir que, peut-être vous le savez tous, mais il y a énormément de charges minérales. Alors, initialement, la raison principale de mettre des charges minérales dans le plastique était complètement économique, c'est-à-dire que la partie polymère était plus chère que la charge. On ne perdait pas trop en balançant des charges minérales dans le truc, donc on pouvait vendre au même prix des trucs qui avaient coûté moins cher. En fait, il n'y a quand même pas que ça, mais ça représente un marché de plusieurs millions de tonnes par an, notamment de talc qui sont utilisés dans les plastiques, notamment dans le polypropylène. On compte que dans un tableau de bord de voiture, il y a plusieurs kilos de talc parce que c'est des polypropylènes chargés au talc. Alors, pourquoi est-ce que ça a de l'intérêt? Donc, il y a l'aspect purement charge, mais ça a d'autres intérêts. Si on regarde ici des photos même de particules, donc à gauche, c'est des kaolins et à droite, c'est des talcs qui sont mis à l'intérieur d'une matrice de polypropylène, et ben, on voit que d'abord, on a quelques phénomènes d'orientation qui peuvent être intéressants. Et puis, il y a une excellente dispersion des particules à l'intérieur de la matrice. Alors, si on regarde ce que ça donne, ce dont les gens se sont rendus compte après, c'est que, outre l'aspect purement économique de vendre à cher quelque chose qui est moins cher, on avait aussi quelques améliorations intéressantes, notamment l'ajout de charge dans le matériau permet d'augmenter le module de Young. Ici, vous avez le polypropylène nu, et puis sur les deux premières courbes, c'est des ajouts croissants, 5, 10, 20, 30% d'une charge minérale. En bleu du kaolin, en rouge du talc, et on voit qu'on a quand même pratiquement une augmentation de 50% du module de Young. Ce qui veut dire que le matériel est plus flexible. On n'a pas, on ne gagne pas tout. En même temps, il devient aussi plus cassant. C'est-à-dire qu'il a tendance à être plus sensible au choc, mais dans un certain nombre d'applications, ça peut être très intéressant. On a aussi tendance, en rajoutant des charges, à augmenter la température à laquelle le matériau tient, ce qui est par exemple très intéressant dans les pare-brises de voiture, enfin sous les pare-brises de voiture, parce que l'effet de loupe dû à la forme du pare-brise, notamment avec les voitures qui sont de plus en plus profilées, fait qu'on a des températures élevées, et si le tableau de bord commence à fondre, ce n'est pas extraordinaire, donc l'utilisation de talc. Alors, ce qu'on voit, c'est que le talc, c'est plus efficace que le kaolin. Les raisons pour ça sont des raisons de chimie de surface. Le talc, c'est 2 couches de silicium. Donc, c'est très hydrophobe, donc ça a une excellente compatibilité avec le polypropylène. Le kaolin, il y a une couche SI, une couche à L. La couche à L a une moins bonne compatibilité avec le plastique, et donc c'est un peu moins efficace, mais après, suivant les cas et suivant les réponses, les gens choisissent. Alors, après, il y a les applications comme adsorbant. Alors ça, le nombre de papiers qui sortent avec j'ai pris une argile, j'ai absorbé des métaux lourds dessus, c'est formidable, il y en a beaucoup. Alors, effectivement, ça peut fonctionner,
La question qu'il faut se poser quand on fait ce genre de choses et qu'on utilise des matériaux comme les argiles en tant qu'adsorbants, c'est essayer de comprendre quels sont les mécanismes à l'origine de ces phénomènes d'absorption. Alors, la chose où il faut revenir ici à la structure, c'est que suivant la nature de l'argile, suivant sa charge, suivant sa structure, on ne va pas avoir du tout les mécanismes d'absorption. Vous voyez bien, par exemple, que si vous amenez un cation métallique à la surface d'une particule comme celle-ci, ça, ici, on a dit que c'était échangeable, donc le cation métallique, il peut rentrer là, il peut aller là, il peut éventuellement aller sur les bords. Si c'est une litre, il peut effectivement s'échanger en surface, par contre, il peut aller sur les bords, mais il ne rentrera pas dedans. Donc, il faut absolument, si on veut utiliser ces matériaux comme adsorbants, comprendre les phénomènes d'absorption et comprendre comment ça marche. Et puis, je vous ai remis en bas une photo de ces piolites, parce que c'est un des beaux exemples là, pour le coup, de nanocomposites organominéraux. En fait, ça, c'est une image du bleu Maya. Donc, le bleu Maya, c'était les pigments qui étaient utilisés dans tout un tas de poteries Maya et qui tient remarquablement, qui se décomposent à peine, alors que la plupart des pigments bleus, en général, ils s'affadissent lamentablement. Ben là, ça tient parfaitement bien. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, les Mayas ont eu la chance d'avoir à côté de là où c'est les choses un dépôt d'atapulgite. Donc l'atapulgite, c'est cette argile poreuse avec des micro-trous à l'intérieur, et que le colorant se met à l'intérieur de ces trous et stabilisé par les interactions qu'il a à l'intérieur des pores. Ça explique la durabilité de ce composite et le fait que les choses soient encore très belles. Alors, de manière moins glamour, c'est ce qui explique aussi pourquoi la sépulite et l'atapulgite, leurs applications principales, une de leurs applications principales, c'est les litières pour chats, parce que de la même façon, les molécules qui donnent des odeurs désagréables s'absorbent dans les pores, donc ça permet, mais c'est une application importante. Alors, quand on fait comme ça de l'absorption, là aussi, il faut essayer vraiment de comprendre le mécanisme. Alors, typiquement, et ça c'est pour des tas de raisons agronomiques et environnementales, il y a plein de gens qui se sont intéressés à l'absorption d'un certain nombre de molécules organiques polluantes, qu'il s'agisse de pesticides, d'herbicides, de molécules pharmaceutiques sur les argiles. Alors, par exemple, si vous prenez ici une molécule ici qui s'appelle le paraquat, qui est un herbicide qui a d'ailleurs été interdit récemment parce qu'il était quand même fort toxique, il se trouve que c'est un dication, et ce dication, ça tombe bien, il peut parfaitement s'absorber dans les espaces interfoliaires des argiles gonflantes. Donc, les argiles gonflantes vont être très efficaces pour ce genre de matériaux. En revanche, si vous avez ici quelque chose qui est plutôt chargé négativement ou chargé neutre, ces espaces seront beaucoup moins accessibles et ça sera un beaucoup moins bon absorbant. Donc là encore, pour bien connaître le matériau, connaître les mécanismes pour essayer de le mettre dans une application. Alors, pour pallier à cette difficulté que les espaces interfoliaires, il y a des cations hydratés, donc pour aller mettre des molécules organiques là-dedans, qui sont en général plutôt hydrophobes et qui n'aiment pas trop l'eau, on a un peu de mal. Donc, il y a, depuis les années 70, il y a des stratégies dans lesquelles on a échangé dans des argiles gonflantes les cations interfoliaires par des tensioactifs cationiques à longue chaîne. Et avec ça, on est capable de générer à l'intérieur des espaces interfoliaires un environnement hydrophobe qui permet éventuellement d'absorber des molécules organiques. Donc, il y a moyen de faire plein de choses si on comprend ce qu'on fait. Alors après, on trouve dans la littérature, dans ce papier récent, des gens qui imaginent des modèles de la manière dont du phénol, par exemple, va aller s'absorber dans ces composés organominéraux qui sont a priori extrêmement apolaires. Alors, après, on peut faire plein de choses.
On a entendu parler ce matin de chitosan. Donc là, il y a des gens qui, parce qu'un des problèmes de l'utilisation des argiles en tant qu'absorbant, c'est que souvent, c'est une poudre, donc ça a une mise en forme qui est peu pratique. Donc, il y a des gens qui ont essayé, par exemple, de faire des composites argile chitosan, ce qui donne une tenue mécanique supérieure et qu'à partir de là, par exemple, on peut utiliser le matériau comme absorbant dans un lit. Parce que si on met juste des argiles, elles vont passer à travers et donc ça ne marche pas de manière extraordinaire. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans tout un tas d'applications, que ce soit le forage et génie civil principalement, mais aussi dans peinture, cosmétique et céramique. Alors, il faut savoir que le forage et génie civil, là, c'est le gros tonnage d'utilisation des argiles gonflantes et donc des bâtonnets. Alors, dans ce cas-là, quelle est la propriété du matériel qu'on recherche? Bien, ce sont ses capacités rhéologiques. Donc, typiquement en génie civil, voilà ce que les gens utilisent. Par exemple, quand ils doivent faire des tranchées, eh bien, pour éviter que, donc, il faut faire la tranchée, et on injecte des bouts de bâtonnet. Donc, ce sont des choses qui sont extrêmement rhéofluidifiantes, mais qui peuvent avoir des propriétés de gel. Ce qui veut dire qu'on arrive à passer l'outil qui est lubrifié à l'intérieur, mais dès qu'on arrête le cisaillement, le truc reprend en masse et ça empêche que les parois s'écoulent. C'est la même chose en peinture. La peinture, si jamais elle est trop liquide, ça provoque des coulées épouvantables. On peut rajouter là-dedans des particules d'argile qui vont avoir des propriétés un peu rhéoépaississantes, et ce qui permet, mais tout en étant rhéofluidifiante, c'est-à-dire que quand on va appliquer le pinceau, ça va quand même pouvoir bouger, parce que si vous avez pris le truc en masse, ça fait du mastic, ce n'est pas très intéressant. Donc là, ce qui nous intéresse dans le cas présent, c'est les propriétés rhéologiques. Alors, la question, c'est d'où viennent ces propriétés rhéologiques? Alors, les propriétés rhéologiques, là, par exemple, c'est des courbes qu'on a tracées pour différents types d'argile. Donc là, vous avez l'évolution de la viscosité en fonction de la contrainte appliquée. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on arrive quand même, par exemple sur cet échantillon-là, à perdre 6 ordres de grandeur de viscosité simplement en cisaillant le matériau. C'est-à-dire qu'on a un matériau qui au départ est solide, extrêmement solide, on le cisaille et on arrive pas très très loin de la viscosité de l'eau qui est ici. Donc on peut comprendre que ça ne va faire. Alors là, donc, on cherche à avoir de la rhéofluidification. Et ce dont on s'aperçoit, c'est que là, suivant la nature de l'argile, ça marche plus ou moins bien. Donc, vous avez ici l'évolution du seuil de cisaillement en fonction de la fraction volumique d'argile. Donc, vous avez ici une argile gonflante sous sa forme sodique, la même argile gonflante sous sa forme calcique, une illite et une kaolinite. On voit tout de suite que ça ne marche pas du tout de la même façon. Et donc, bien évidemment, pour une application de type boue pétrolière ou géocivil, c'est ça que vous voulez. C'est sûr que ça vous intéresse peu parce que pour atteindre les mêmes propriétés rhéologiques, il va falloir en mettre beaucoup, ça coûte des sous, etc. Bon, après, on peut... Oh, pardon. Oh là, je demandais. On peut rationaliser, là vous ne voyez rien, laissez tomber. On peut rationaliser l'ensemble des courbes à partir de la fraction volumique effective, c'est pas grave, on passe. Alors après, quelque chose on en a entendu parler aussi ce matin, c'est les applications qui peuvent appliquer des applications emballage, agroalimentaire un peu avec, et je retourne à plastique, mais ce n'est pas exactement les mêmes plastiques. Donc là, il y a vraiment des espèces des tentatives pour faire des nanocomposites. Donc l'idée, c'est que si on est capable de prendre une argile, qui est donc une particule lamellaire avec un certain nombre de propriétés intéressantes, mélangée avec un polymère, on peut imaginer qu'on est capable d'obtenir à peu près toute cette sorte de type
d'arrangement mutuel des différents composants du composite. Et on peut penser que ça a un certain nombre d'intérêts. Donc, la première méthode qui a été utilisée pour faire ça, c'était, en fait, ça a lancé la recherche là-dedans. Il se trouve que Toyota, dans les années 90, a produit un brevet, donc c'était pour les utilisations dans les voitures, d'un matériau qui était un composite entre du nylon 6 et des argiles, qui avait des propriétés mécaniques tout à fait remarquables et qu'ils utilisaient donc dans leur voiture. Et la manière dont c'était fait, ça ne marche pas dans tous les cas, mais là ça marchait, on prend un monomère, on le met entre les feuillets, et puis par une méthode soit de photopolymérisation, soit d'autre, on déclenche la polymérisation et on arrive à quelque chose. Donc, il y a d'autres techniques qui ont pu être utilisées. Après, par la suite, il y a eu une recherche très intense sur les nanocomposites qu'on pouvait faire comme ça. Pourquoi est-ce que les gens se sont excités là-dessus? Donc, ça, c'est de la recherche plus récente. C'est parce qu'il y a quand même un certain nombre d'applications à ça, notamment dans l'industrie automobile, donc suite à ce qu'avait fait Toyota, mais aussi en biomédical, et en packaging. Alors, là encore, on a l'intérêt d'utiliser des choses comme ça, c'est d'avoir d'augmenter les capacités, les propriétés mécaniques des polymères qu'on a par cette espèce d'assemblage de feuillets et de polymères. Donc, typiquement, on voit que ici, par exemple, on a quasiment multiplié le module à l'extension d'un facteur 2. L'autre chose qui a été très utilisée, et ça a été, c'est dans certains cas, alors les effets ne sont pas violents, mais ça vaut quand même quelque chose. On peut faire des retardateurs de flamme, c'est-à-dire que le fait d'avoir introduit un certain nombre de choses inorganiques à l'intérieur d'un polymère retarde le déclenchement de l'ignition du polymère. Donc, dans certaines applications, ça peut servir parce que 30 degrés, ce n'est pas extraordinaire, mais 30 degrés, ce n'est pas si mal. Et puis, il y a l'idée d'avoir des propriétés barrières. L'idée, c'est que, typiquement pour l'emballage, si on est capable d'avoir un matériau dans lequel on a du polymère et qu'on a créé comme ça un certain nombre de grands objets à l'intérieur, on va augmenter la tortuosité et donc on va diminuer les propriétés de diffusion, par exemple de diffusion au gaz, de diffusion à l'oxygène à l'intérieur de ce matériau. Donc ça a bien fait. Donc vous voyez qu'on peut faire plein de choses. La question maintenant, c'est, je reviens à ma question initiale. OK, on trouve un gisement quelque part. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir si on a une chance ou pas d'en faire quelque chose? Donc, au début, il faut qu'il y ait des géologues, il faut qu'on ait quand même l'idée de l'extension de différentes choses. Après, il faut faire un certain nombre d'analyses de base au labo. Donc, typiquement, il faut analyser la couleur, il faut faire de la diffraction des rayons X, la spectroscopie, et de façon à pouvoir avoir une compréhension de la minéralogie du système, et comme on l'a vu, la taille et la forme peuvent avoir une influence très importante sur un certain nombre d'applications, que ce soit dans les polymères, dans les papiers ou pour le génie civil. Donc, il faut arriver à faire cette analyse-là. Après, il faut essayer de faire des tests industriels de base. Donc, les tests industriels de base, ça peut être faire une brique, ça peut être faire un truc, voir si on a des propriétés qui collent avec celles qui existent sur le marché. Après, il faut éventuellement choisir les applications potentielles. Et puis après, il faut se poser la question de faut-il traiter ou pas? Par exemple, là, ici, c'est un flowsheet classique de ce qu'on peut avoir dans certaines usines de kaolin. Vous voyez qu'avant d'arriver à la phase finale qui est ici chargement et mise en sac, il y a tout un tas d'opérations à faire. Et ça va dépendre du gisement, de la géologie, de la même manière,
Typiquement, la plupart des argiles gonflantes, des bâtonnets dans la nature sont sous forme calcique. On a vu que sous forme sodique, c'était souvent beaucoup plus intéressant en termes de propriétés rhéologiques. Faut-il faire un traitement, là dans le cas présent, c'est un traitement au carbonate de sodium, un peu lourd, pour faire un échange et changer la chose. Et puis après, on peut voir si on peut faire des pilotes industriels et voir ce qu'on peut faire. Et avec ça, en gros, on peut traiter les gisements en plusieurs catégories. Il va y avoir une première catégorie, donc ça, il n'y en a plus beaucoup. C'est des trucs de très grande qualité. Donc, typiquement, par exemple, les kaolins qui sont en cours de Cornouailles, ils ont fait leur fortune là-dessus et qui a été racheté après par Imerys, parce que c'est des qualités formidables, hyper blancs, magnifiques, qu'on peut utiliser dans plein d'applications. Donc là, il faut penser qu'on peut faire de la valorisation dans des produits de haute technologie et il n'y a pas de raison de ne pas aller vers le marché international. Ça, c'est rare. Ce qui peut arriver, c'est qu'on a des argiles spéciales et on peut imaginer des applications de niche. L'exemple typique de ça, c'est les gisements de sépiolite, par exemple. Parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur la planète, c'est des argiles un peu spéciales, on peut imaginer des choses. Après, ce qu'on a le plus souvent, c'est des argiles de qualité modérée, donc il y a des mélanges, quartz, kaolin, machin, tout ça. Et à ce moment-là, vu le prix de vente, on n'avait pas été capable de l'utiliser dans les technologies avancées, et puis voilà, donc à ce moment-là, il faut garder une utilisation locale. Et puis, il y a aussi la qualité très variable, voire médiocre, qu'on peut utiliser en tonnage important pour le marché local, sans processing avancé. Et puis, des fois, il faut dire, tant pis, on n'en fera rien du tout, quoi. Voilà. Et donc, le message, c'est il y a plein de choses à faire avec des argiles, mais il faut bien comprendre la nature des choses, des minéraux auxquels on a affaire, et puis savoir que suivant les propriétés qu'on vise, les applications qu'on vise, on ne va pas regarder les mêmes propriétés et donc pas les mêmes choses. Et que donc, il faut avoir une bonne connaissance de ça. Voilà, je vous remercie. Merci.